Bon, bonjour, merci d'être venu. Donc là, en fait, c'est une conférence qui s'intitule « Ces parasites qui nous gouvernent ». Donc il n'y a pas de sous-entendu politique là-dedans. Hein. C'est juste que je vais vous présenter pourquoi est-ce que les parasites ont finalement gouverné l'évolution des êtres vivants. Donc ça, c'est vraiment dans un cadre général sur l'évolution sur des millénaires. Comment est-ce que les parasites même prennent possession du comportement de leur hôte quand les animaux sont parasités, ils peuvent changer de comportement lié au parasitisme. Et puis on verra surtout comment est-ce que les parasites finalement nous gouvernent ici en Calédonie, gouvernent la façon de fonctionner dans les élevages et comment est-ce que ça s'explique et qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour essayer de maîtriser ce parasite. Alors je vais commencer très rapidement, pendant que c'est les débuts, par une partie un peu théorique, donc sur l'origine des parasites. Donc le parasite, hein, à l'origine, ça veut dire qui se nourrit d'eux, qui se nourrit aux dépens de son hôte, de l'animal, d'un végétal. Donc il y a une définition officielle. On retrouve des parasites dans le monde animal ou végétal, et pendant une partie de son cycle, il va vivre aux dépens de son hôte. Ce qui est le parasite, ça peut être à l'extérieur, donc ce qu'on appelle ectoparasite, hein, comme les tiques, ou il peut vivre à l'intérieur de son hôte. C'est les endoparasites, donc les vers intestinaux qu'on peut rencontrer notamment chez les moutons. Et donc les parasites sont présents dans le monde animal, dans le monde végétal, ça peut être des vers, des acariens, des bactéries, des virus. Et on considère qu'à l'échelle de la planète, la moitié des êtres vivants sont en fait des parasites qui parasitent l'autre moitié des êtres vivants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est énormément répandu. Et rien que pour l'homme, on considère qu'il y a à peu près 180 espèces de parasites qui peuvent parasiter l'homme. Donc c'est pas parce que deux formes vivent ensemble que c'est forcément du parasitisme. On a d'autres formes d'association. Ça peut être un animal ou un végétal qui vit associé à une autre espèce et qui profite de ces aliments mais sans lui porter préjudice, hein, comme les poissons nettoyeurs par exemple. Vous pouvez avoir aussi la symbiose, donc là c'est deux espèces qui vivent en partenariat, mais qui mettent pas en danger la vie de l'un ou de l'autre, hein. Ça peut être les abeilles avec les végétaux par exemple. Et une dernière forme qui, là, c'est de l'association ponctuelle, voilà, c'est un système de coopération, où là, les deux tirent un avantage de l'association réciproque, mais sans que ça soit forcément une association qui soit obligatoire. Donc là, on peut citer par exemple les merles de mollusques qui vont se nourrir sur les tiques, et qui vont déparasiter les animaux, mais voilà, ils pourraient vivre sans forcément passer par là. Ça, c'était pour la partie un peu théorique. Alors, en l'espace de quelques minutes, je vais vous demander de sortir l'image négative du parasitisme de vos têtes et considérer que les parasites ont pu avoir un rôle positif au cours de l'évolution. Donc c'est vrai que quand on est éleveur, c'est difficile d'avoir cette vision-là. Et donc j'ai mis une petite photo de lapin rose, comme ça si c'est un peu difficile, vous pourrez regarder ça, ça vous changera un peu les idées. Mais en fait, il faut considérer qu'à l'échelle de l'évolution sur des millénaires, on a les parasites qui ont joué un rôle finalement relativement favorable, c'est-à-dire qu'ils ont poussé les organismes parasités à évoluer pour survivre aux parasites. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution, on a une certaine spécificité du parasite sur son hôte. Les tiques du bétail, c'est que sur le bétail, c'est pas les mêmes que les tiques du chien. Les vers du mouton, c'est pas les mêmes que les vers des bovins. Donc, il y a une spécificité qui s'est mise en place. Et en fait, quand un animal est parasité, soit il en meurt, soit il est obligé de développer des mécanismes de résistance pour survivre. Et donc, il est obligé de s'adapter. Les individus les plus sensibles en meurent, et donc du coup on sélectionne les individus les plus forts, les plus résistants, qui vont améliorer finalement les qualités de l'espèce. Et quand l'autre développe des mécanismes de résistance, et en face le parasite va développer des nouveaux mécanismes d'adaptation pour contourner les mécanismes de résistance. Et donc il va être obligé d'innover, c'est ce qu'on a par exemple avec l'apparition de résistance face aux tiquicides. Les tiques sont obligés de développer des mécanismes de résistance pour pouvoir survivre à un traitement antiparasitaire. Et donc il y a une course aux armements entre l'adaptation de l'hôte d'un côté, où on a l'hôte qui est obligé de développer des mécanismes pour survivre, et de l'autre côté le parasite qui lui va être en permanente innovation pour créer des nouveaux mécanismes pour contourner cette résistance.
Alors là-dessus, c'est sûr que le parasite, il a souvent un cycle de vie beaucoup plus court. Vous prenez les tiques, c'est 3 semaines, alors que le bovin, c'est 10 ans, quoi. Donc là-dessus, lui, les tiques vont produire 2500, 3000 œufs toutes les 3 semaines, alors que le bovin, sur sa carrière, s'il produit 10 ou 12 œufs, c'est déjà beaucoup. Donc en fait, par l'activité intense du cycle parasitaire, il a toujours une longueur d'avance, et c'est finalement toujours lui qui va s'adapter plus rapidement que l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quasiment obligé de se dire qu'on va vivre avec le parasite, car il va toujours arriver à développer des mécanismes plus rapidement que ce qu'on pourra lui opposer. Mais il faut considérer que dans ce cadre-là, donc à l'échelle de l'évolution, les parasites ont été un acteur majeur dans l'évolution du vivant. C'est ça qui a fait que les organismes se sont développés, se sont adaptés aux attaques qu'ils recevaient. Et donc, je vais vous citer donc l'exemple des lapins à travers la myxomatose. Donc, la myxomatose a été introduite en Australie, elle a été introduite en France pour lutter contre les lapins qui faisaient des dégâts importants dans l'agriculture. Et donc ça, c'est des introductions qui ont été faites dans les années 50. Donc délibérément en Australie, puis un peu plus accidentellement en France, le virus de la myxomatose a été introduit. 1950, 1952, et en 1955, vous avez eu à peu près 98% de la population de lapins qui a été éradiquée par ce virus, nouveau virus qu'ils connaissaient pas. En 55, il vous restait plus de 2% de la population de lapins, et finalement, c'était les lapins qui étaient les plus résistants à ce virus-là, à ce parasite. Et donc, il y a une nouvelle population de lapins qui s'est développée. C'est finalement les lapins les plus forts qui se sont à nouveau réimplantés. Et en face, le virus de la myxomatose qui avait ravagé tout le monde, étant donné qu'il avait tué les lapins, du coup, il n'a pas pu continuer son cycle. Et les souches qui sont restées présentes en Australie et en France, c'est des souches un peu moins virulentes qui ne tuaient pas leur hôte. Leur hôte avait développé certains mécanismes de résistance, et on a un équilibre comme ça qui s'est développé entre le lapin et le virus de la myxomatose. Et donc en l'espace de 5 ans à peu près, vous avez ce nouvel équilibre qui s'est adapté, mais qui a obligé le lapin à augmenter son niveau de résistance et à s'adapter à cette étape. Alors en général, c'est plus le parasite qui s'adapte à son hôte. On a quelques exemples d'hôtes qui s'adaptent à son parasite. Et donc là, par exemple, c'est le cas du zèbre. Donc ici, vous avez la carte de répartition d'une mouche piqueuse qui se nourrit de sang et qui a tendance à transmettre des maladies et à tuer les animaux. Et ici, vous avez la carte de répartition des zèbres. Et en fait, le zèbre a développé, a priori, ce système de rayures pour échapper à cette mouche piqueuse et pouvoir vivre dans un environnement où il avait un parasite qui venait lui ponctionner du sang. Et les dernières études ont prouvé qu'en fait les rayures du zèbre perturbaient la perception de la lumière par les mouches et du coup ne repéraient pas les animaux. Donc là c'est une adaptation du zèbre à son parasite. Et ça en fait c'est une adaptation très pratique qui a été faite. C'est dans certaines régions de France où vous avez des ânes qui se promènent dans des régions où vous avez beaucoup de mouches piqueuses, on leur met des culottes, des pantalons rayés, pour qu'en fait les mouches ne viennent pas les piquer, et c'est quelque chose qui a priori fonctionne. Le plus souvent, c'est quand même le parasite qui s'adapte à son hôte, et donc là, il y a plusieurs exemples que l'on peut citer. Alors je vous en ai pris un qui est que je trouve assez intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. C'est la bilharziose, donc ça c'est un parasite qu'on rencontre en Afrique, un parasite qui passe par le système urinaire. Et en fait, le parasite, lors de son cycle, passe par des mollusques, donc on les retrouve au niveau des points d'eau. Les points d'eau où viennent boire différents animaux. Et le parasite va sortir du mollusque pour ensuite être ingéré par l'eau de boisson, par les différents hôtes. Et donc, en fonction de l'heure de fréquentation de la mare par les hôtes, vous avez le parasite qui est très spécifique de chaque hôte, qui va sortir de son mollusque. Donc, par exemple, le parasite des bovins va sortir le matin, tôt le matin, et en fin d'après-midi, à l'heure où les bovins vont venir s'abreuver. Donc, c'est comme ça que le parasite va pouvoir être ingéré par les bovins. Le parasite spécifique
de l'homme va sortir, lui, en milieu de journée quand l'homme va venir au niveau des points d'eau, et le parasite qui est spécifique des rongeurs va, lui, sortir des mollusques pendant la nuit, au moment où les rongeurs vont fréquenter les points d'eau. Donc vraiment, vous avez cette adaptation des parasites qui, pour survivre, s'adaptent au rythme de vie des animaux. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans certains parasites du sang, comme la filière de Bancroft, qui est un parasite sanguin qui est présent dans le Pacifique. Et donc, en fait, les parasites vont venir se loger au niveau de la circulation sanguine sous la peau pendant la nuit. Et en fait, c'est un parasite qui est transmis par des moustiques qui ont une activité nocturne. Et donc, c'est comme ça que le parasite va pouvoir continuer son cycle en étant pris avec un repas de sang pendant la nuit. Alors que vous avez les mêmes microfilaires qu'on a en Afrique, qui, elles, vont venir se loger sous la peau au niveau des vaisseaux pendant la journée. Car en fait ils sont transmis par des tans, et les tans ont une activité pendant la journée. Donc en fait on a une adaptation du parasite, son activité s'est adaptée sur le rythme du vecteur pour pouvoir être transmis. Deuxième point sur l'adaptation des parasites à leur hôte, c'est quand le parasite va venir jusqu'à modifier le comportement de l'hôte. C'est-à-dire qu'au lieu que l'animal ait un comportement normal, une fois qu'il est parasité, le parasite va prendre contrôle de son comportement pour faciliter le contact avec l'hôte qui, au final, va l'ingérer. Donc c'est le cas, par exemple, de ces escargots-là, qui d'habitude vivent à couvert. Et en fait, quand il est parasité par un petit ver, le ver va venir se loger dans les antennes, et il va surtout forcer l'escargot à se mettre en terrain découvert, car en fait c'est un parasite qui a besoin ensuite d'être ingéré par les oiseaux pour pouvoir continuer son cycle. Donc l'escargot, au lieu d'être protégé dans la végétation, se met à découvert, et du coup les oiseaux vont repérer les antennes vert fluo et vont venir manger en fait le parasite qui va pouvoir continuer son cycle. Vous avez un autre exemple pour ce qui est des moutons. Bon, c'est un parasite qui n'est pas présent en Calédonie, qui est la petite douve. C'est un parasite qui passe à un moment donné de son cycle par les fourmis. Et plutôt que les fourmis restent au niveau du sol et se promènent au niveau du sol, en fait, le parasite va prendre le contrôle du comportement de la fourmi et l'inciter à monter en haut des herbes pour être ensuite brouté par les moutons. Et le parasite va ainsi pouvoir continuer son cycle dû aux modifications du comportement de la fourmi. Et un dernier exemple, c'est la toxoplasmose. Donc ça, c'est présent en Calédonie. Chez le rat. Donc habituellement, naturellement, les rats sont repoussés par l'odeur de l'urine du chat. Et les rats qui sont parasités par la toxoplasmose, eux, sont attirés par l'urine du chat et donc ne vont plus avoir cette répulsion vis-à-vis du chat. Et donc les chats vont pouvoir attraper plus facilement des rats qui sont parasités par la toxoplasmose. Le parasite va ensuite finir son cycle dans le chat. Et on a ainsi une modification du comportement du rat pour que le parasite puisse finir son cycle. Et chez l'homme, il y a des études comme quoi l'homme parasité par la toxoplasmose a une modification du comportement. On a plus de personnes parasitées par la toxoplasmose chez les personnes suicidaires, chez les personnes dépressives, mais également chez les personnes qui sont impliquées dans les accidents de voiture, sans qu'on sache forcément trop pourquoi. Donc au cours de l'évolution, on a vu qu'il y avait un équilibre qui se créait entre l'hôte et son parasite. Et il faut également considérer le milieu qui joue un rôle très important dans cet équilibre. C'est un équilibre à trois. Si vous avez un milieu qui est plus favorable au parasite, c'est l'hôte qui va en pâtir. Si vous avez un milieu qui est plus favorable à l'hôte, ça va se faire au détriment du parasite. Donc quand on aborde un problème de parasitisme, il faut vraiment avoir ces trois composantes en tête. L'hôte, les bovins par exemple, les tiques, pour le parasite, et puis les pâturages pour le milieu. Donc il faut aborder vraiment le problème de parasitisme, quel que soit le parasite, sous cet équilibre. Et donc on a vu un intérêt du parasite en termes d'évolution des espèces. Et alors donc, du coup la transition, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans les élevages, les parasites posent un problème. Donc en fait, on a cet équilibre qui s'est créé à l'échelle de millénaires et qui finalement ne posait pas trop de problèmes jusqu'à l'intervention de l'homme. Et là, donc, on va remonter à quelques 8500 ans en arrière, où l'homme passe d'un mode de déplacement de chasse et de cueillette à une sédentarisation et à un développement de l'élevage. C'est à partir du moment où il va commencer à développer l'élevage que le parasitisme va commencer à poser problème. Donc on parle dans ces cas-là d'espèces bovines, espèces
porcine, ovine, qui est le résultat d'une évolution millénaire. Et on va surtout parler ensuite de race, qui est une conception beaucoup plus récente, qui remonte à quelques 400 ans, c'est à l'échelle de l'évolution, c'est relativement court, et qui est un produit de différenciation de ces espèces. Donc ensuite, vous avez toutes les races bovines, par exemple, pour ce qu'on va étudier par la suite. Et cette évolution-là a été faite sous l'action de l'homme. Et c'est là où ça va commencer à nous intéresser. C'est qu'en fait, on a une sélection naturelle qui s'est faite depuis 8500 ans, je dirais, jusqu'au 15e siècle, où en fonction des conditions climatiques, en fonction des conditions d'élevage, vous allez avoir des animaux qui vont être plus typés pour être développés en montagne, d'autres qui seront plus dans les grandes plaines. Donc on va avoir une sélection vraiment sur des grands critères, mais où il n'y aura pas du tout d'homogénéité de couleur ou de forme, où on ne va pas les sélectionner pour une quelconque un critère bouché ou autre chose. Ça sera vraiment en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Et une sélection organisée qui, elle, finalement, est beaucoup plus récente, puisque les premiers systèmes de sélection structurés, comme on connaît, remontent donc au XVIe siècle en Espagne. Et ça a commencé par la sélection des moutons mérinos, qui faisaient partie du cheptel royal. C'était les familles royales qui organisaient la sélection. La vente de reproducteurs ne pouvait se faire que par le roi. Toutes les personnes qui voulaient vendre des moutons en dehors de l'accord du roi étaient passibles de la peine de mort. Et donc, ça faisait également l'objet d'échanges entre grandes familles royales. C'est comme ça qu'on a eu la création du haras de la bergerie royale à Rambouillet, en France. C'était des échanges au niveau royal, parce que l'industrie de la laine était à l'époque une industrie très riche. Et on a eu les premières sélections et étaient sur ce mouton mérinos. Au XVIIe siècle, donc Louis XIV, on a eu la création des haras nationaux pour les chevaux. Et la sélection des races bovines, finalement, remonte à 1700, au XVIIIe siècle, et a commencé en Angleterre, avec la création des Hornbooks. Et c'est arrivé en France que vers le milieu du XIXe siècle, donc la sélection des races telles que nous la connaissons, sur un critère bouché, sur une couleur, sur la forme des cornes, des choses comme ça, n'a pas plus de 200 ans. Et ça, c'est arrivé en même temps que le développement de conditions favorables aux parasites. Alors pour ce qui nous concerne, ça c'est la carte de répartition des tiques du bétail dans le monde. Et la tique est originaire de la région indienne. Et au XVIe siècle, on a commencé à avoir, avec la colonisation, la diffusion la commercialisation de bovins qui sont partis d'Inde, qui ont fait un relais par l'Afrique, et qui notamment ont accompagné toute la conquête espagnole de l'Amérique du Sud, et avec l'arrivée des premiers bovins, mais également des premières tiques, dans ces régions-là, dès le XVIe, XVIIe siècle. La colonisation de l'Australie par les tiques est beaucoup plus récente, puisqu'on considère que c'est vers 1870-1880 que le transport des bovins via l'Indonésie est arrivé avec des tiques en Australie. Et donc, du coup, on a eu le développement et l'introduction de tiques dans des conditions tropicales, donc très favorables aux tiques, dans des nouvelles zones, avec l'arrivée de bovins qui provenaient soit d'Inde, mais également les Espagnols, quand ils sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, sont partis avec des bovins qui arrivaient d'Europe et qui, eux, n'avaient jamais été en contact avec des tiques. Donc on a eu des bovins qui sont arrivés d'Europe, sans tiques, et des bovins qui sont arrivés avec des tiques en provenance d'Inde. Et tout le monde s'est retrouvé dans des conditions très favorables aux tiques, notamment en Amérique du Sud. Alors comme c'était 16e, 17e siècle, on se préoccupait pas trop de cela, c'était lâché dans la nature, et finalement les bovins les plus résistants ont survécu, c'est l'évolution naturelle. Les bovins les plus sensibles sont morts, et on a eu développement d'une race en Amérique du Sud qu'on appelle Criollo, qu'on verra qui rentre a priori dans la création du Cénépole. Et donc une race de bovins en provenance d'Europe, donc c'était du Bos taurus, qui s'est développée au contact de la tique qui venait d'Asie. Donc ça c'est le premier élément très important, c'est l'arrivée dans des nouvelles zones de bovins et de tiques qui n'avaient jamais évolué ensemble dans des conditions favorables aux parasites.
Et le dernier point, ça a été à partir du moment où on a voulu intensifier l'élevage, donc plutôt que de lâcher les bovins dans des grands espaces et qu'ils se débrouillent pour survivre, on a commencé à en faire de l'élevage, et dans ces cas-là, à les conditionner sur des surfaces réduites, restreintes, même si ça pouvait être des grands élevages. Et à partir du moment où vous augmentez le nombre de bovins sur une surface restreinte, vous allez augmenter le contact des hôtes avec leurs parasites, et c'est là que les parasites vont commencer à poser un problème. Donc ça nous amène jusqu'à début du XXe siècle, et au milieu du XXe siècle, hein, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, mise en place, développement des premiers pesticides. Donc avant on avait l'arsenic par exemple, et dans les années 40 on a eu le développement du DDT. Alors le DDT était connu depuis la fin du 19e siècle, hein, ça a été développé vers 1870, mais pour toute autre utilisation que les pesticides. Et c'est un Suisse qui, dans les années 40, a découvert l'activité insecticide, acaricide du DDT, et ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 1948. Donc à partir de là, mais ça je pense que vous l'avez vécu, vous pourriez en parler mieux que moi, on a considéré qu'on avait une méthode de lutte qui allait complètement permettre d'éradiquer les parasites. C'était la solution miracle qui a été porteuse d'espoir, qui a d'ailleurs donné des résultats intéressants, qui a permis d'éradiquer des maladies dans certains pays. Et du coup, c'était également la fin des parasitologues, parce qu'il n'y avait plus réellement de problème de parasitisme. Quand il y avait une montée de tiques, on traitait. Et puis il n'y avait plus vraiment de questions à se poser. On avait en quelque sorte la solution miracle qui était proposée. Ça n'a duré qu'un temps, avec jusqu'à l'apparition des résistances. Donc dans les années 50-60, les premiers parasites qui sont devenus résistants au DDT. Et donc là, on retrouve le phénomène d'adaptation du parasite dans notre cadre au tiquicide. Et donc les individus les plus adaptés ont commencé à développer des résistances, et pendant un demi-siècle, et même jusqu'à aujourd'hui, donc 60-70 ans plus tard, c'est une compétition entre l'arrivée de nouveaux produits sur le marché et le développement par les tiques, par les parasites de phénomènes de résistance. Donc avec un peu de recul, on a vu par exemple qu'à l'échelle de la Calédonie sur les tiques, c'est tous les 10-15 ans, les tiques devenaient résistantes aux nouveaux produits. Jusqu'à présent, par chance, on avait un nouveau produit qui arrivait tous les 10-15 ans. Et donc on avait comme ça une course, mais aujourd'hui qui semble un peu en bout de course. Donc du fait de leur cycle rapide, faut partir finalement du principe que les parasites auront toujours le dessus, et en fonction des parasites et des régions, vous avez certaines zones où l'élevage a complètement été arrêté, certaines régions d'Amérique du Sud ou même certains coins d'Australie en moutons notamment, où on a des problèmes de résistance à tous les vermifuges. Ils ont été obligés de changer d'élevage, de revoir leur élevage, car sinon ils pouvaient plus s'en sortir. Ils avaient plus de molécules à disposition. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que, je presse plus pour ma paroisse, c'est que du coup on a remis sur le tapis vraiment des questions de parasitisme, et il a fallu donc développer des nouvelles méthodes. Donc là on va arriver sur le sujet qui vous concerne plus particulièrement, c'est comment est-ce que les tiques ont finalement entraîné des modifications dans les pratiques d'élevage, et comment est-ce qu'aujourd'hui encore c'est elles qui nous gouvernent. En partant toujours du principe qu'il faut considérer les bovins, donc le parasite et son environnement si on veut s'en sortir. Donc là c'est pareil, hein, je pense que vous pourriez en parler mieux que moi. Il y a eu un avant et un après tique. Donc 1850, arrivée des premiers bovins d'Australie, donc heureusement sans tique, donc les premières races anglaises. 1905, arrivée du Limousin en Calédonie. Et 42, avec le débarquement des Américains, on a eu également le débarquement des tiques. À partir de là, mise en place d'un bain toutes les 3 semaines, et jusqu'au début des années 2000, on pouvait compter sur les pesticides, et c'est vraiment cette tique qui, je pense à votre niveau, a changé
plutôt génération avant, a changé les pratiques d'élevage où on pouvait se passer de cette lutte et où on a été amené ensuite à rentrer de bétail toutes les 3 semaines et à modifier complètement le comportement de la gestion de l'élevage. Bon, ça, je vais pas vous l'apprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on s'occupe d'un si petit parasite. Donc on a soit les problèmes liés à la spoliation sanguine, au repas de sang réalisé par les tiques. Là, vous avez une estimation des pertes engendrées par an sur un troupeau de 200 bovins en fonction de la quantité de tiques. Donc c'est des estimations qui ont été faites. Si vous avez 200 tiques par jour, par bovin, vous avez une perte estimée à peu près à 3 millions. Et donc voilà, vous avez toutes les données là-dessus, en partant du principe qu'une tique prend à peu près 1 millilitre de sang, donc vous pouvez avoir de la mortalité relativement rapidement dès qu'il y a des grosses infestations. Et la deuxième partie, c'est la transmission de maladies par les tiques. Et donc là, bien évidemment, c'est pour parler 30 secondes de la babésiose, avec un premier épisode en 90, où là c'était circonscrit à certains élevages et ça a été géré par l'éradication. L'éradication a été gérée par l'abattage des animaux. Et le second épisode en 2007, où ça a touché 22 élevages, où dans ces cas-là, c'est passé par la mise en place de mesures de quarantaine, une lutte contre les tiques intense, traitement contre le parasite vraiment la Babesia par des traitements chimiques. En 2013, on a réussi à l'éradiquer de l'ensemble des élevages qui avaient été touchés, mais le problème c'est que ça persiste dans quelques structures où on a du bétail sauvage. Alors aujourd'hui, c'est, je dirais, tout l'intérêt de la question, c'est qu'il nous faut revenir sur les fondamentaux, sur connaître les tiques pour savoir comment le combattre. Donc on ne peut plus se fier maintenant à faire un bain toutes les 3 semaines. Il faut connaître comment est-ce que la tique vit, comment est-ce qu'elle se comporte, combien de temps elle peut rester dans les parcelles, pour pouvoir développer de nouveaux angles d'attaque. Donc ce cycle, vous le connaissez bien. Si on part de là, donc c'est les femelles qui vont réaliser leur repas de sang sur les bovins. À partir de là, ils se détachent tôt le matin. Au bout de 2-3 jours, ils vont commencer à pondre, faire à peu près 2 à 3 000 œufs. Ces œufs vont éclore à peu près en 3 semaines, donner des larves qui vont pouvoir résister plusieurs mois dans l'environnement. Et ces larves vont ensuite monter sur le bétail, où ils vont réaliser 3 repas de sang, passer par 3 stades successifs. La partie sur les bovins va durer à peu près 3 semaines, et on refait comme ça son cycle. Donc là, c'est vraiment en améliorant nos connaissances sur la biologie des tiques qu'on va pouvoir essayer de développer des nouvelles stratégies. Donc on a bien sûr la lutte chimique qui continue, qu'il faut maintenant mieux raisonner, qui est pris en charge dans un plan de lutte globale éventuellement par le GDS. Ensuite, vous avez la lutte agronomique, gestion de pâturage, donc qui est beaucoup plus lourde à mettre en place, mais qui est indispensable dans certains cas. Le développement d'un vaccin, donc ça on aura l'occasion d'y revenir. Et surtout, la transition qui se fait actuellement, c'est au niveau de la lutte génétique. Donc on a vu, lutte chimique en fin de course, vous y êtes tous confrontés. Donc les dernières molécules, on est en train de les utiliser, mais notamment pour ce qui est tactique, on est vraiment en fin de vie, on en a encore pour quelques mois ou quelques années, mais il faut partir du principe que ça va être bientôt hors d'usage. Les nouveaux produits, notamment mis en place dans le cadre du GDS, c'est avec des utilisations délicates, sous forme de piqûres ou de couronnes, avec des temps d'attente qui peuvent être très longs avant l'abattage, de 3 mois et demi, 4 mois en fonction des traitements. Et surtout, la révolution par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'il n'y a pas d'annonce par les industriels de nouveaux produits mis sur le marché prochainement. Et donc là, aujourd'hui, on ne peut pas compter sur une nouvelle molécule facile d'utilisation pour les prochaines années. Alors, en partant du principe que les précédents produits, que ce soit le Butox ou les Livomec, les ivermectines, étaient issus de plantes ou de champignons, et qu'en Calédonie, il y avait quand même une bonne biodiversité, que ce soit dans les endémiques ou également dans les plantes cultivées, on a un axe de recherche qui est la recherche de molécules ayant des activités contre les tiques,
d'origine terrestre ou marine. Donc ça, c'est des activités qu'on mène avec différentes universités. On réalise, comme pour les tests de résistance, des tests sur les larves pour lesquels en fait on imprègne des papiers avec différents extraits. On met en contact les larves de tiques et le lendemain on compte la mortalité et on évalue comme ça la dose létale 50, c'est la dose qui permet de tuer la moitié des tiques et en fait c'est un critère qui permet de comparer des substances entre elles. Et on réalise également des tests sur les adultes où on immerge les tiques dans différentes solutions et on évalue ensuite la mortalité, la ponte et l'éclosion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réalise avec soit les plantes endémiques, on réalise ça également avec les algues, et avec différentes plantes cultivées ou envahissantes. Et on a testé, jusqu'à présent, c'est les données de 2013, aujourd'hui on doit en être à peu près à 300 substances évaluées. Et on a notamment quelques résultats qui sont intéressants, parce que là vous avez l'efficacité du tactique et l'efficacité du butox, et on retrouve quelques plantes. Donc là vous avez des endémiques, les calitris, les Neocalitropsis, ça c'est des plantes endémiques, et vous avez également des plantes cultivées, les plus efficaces étant le poivre noir, avec une efficacité qui est équivalente au tactique. Donc ça c'était les résultats sur les larves. Sur les adultes, vous avez également le poivre noir, et donc ça c'est la pomme cannelle, avec notamment la pomme cannelle qui bloque complètement l'éclosion des œufs. Déjà il réduit de près de 60% les pontes, et tout ce qui est pondu, par contre vous avez aucune larve qui n'émerge de ça. Et le poivre noir qui lui va déjà tuer 60% des tiques. Les tiques qui ont survécu, il n'y aura que 25% de pontes, et sur les 25% qui auront pondu, vous en aurez que 10% qui vont éclore. Donc c'est des résultats qui sont relativement intéressants. Cela dit, ça c'est vraiment la première phase de criblage des molécules. Si on arrive à identifier des molécules intéressantes, il faut savoir qu'ensuite on a quand même toute la phase de toxicité pour l'utilisateur, pour les animaux, pour l'environnement, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qui est excessivement lourd, qui sera fait ensuite par les industriels, si on arrive à ce stade-là. Donc ça c'est une activité de recherche, mais qui est plus à l'échéance d'une quinzaine d'années, si vraiment on arrive à sortir quelque chose d'intéressant. Sur du moyen terme, on a la piste d'un vaccin, donc le développement d'un vaccin. Un vaccin anti-tique, c'est pas nouveau, ça a été développé en Australie dans les années 80. Ils ont mis sur le marché, ils l'ont commercialisé, et ça a rencontré un bon succès jusqu'au milieu des années 95, où en fait le petit laboratoire qui produisait ce vaccin a été racheté par un grand groupe pharmaceutique qui voyait un peu d'un mauvais œil la production d'un vaccin pour limiter l'usage des pesticides, et donc ils ont racheté le laboratoire et ils ont arrêté la production de vaccins pour pouvoir vendre leurs produits. Donc ça ça remonte à peu près 15-20 ans, et donc l'idée qui est revenue sur le terrain en Calédonie, c'est de reprendre le même principe de ce vaccin et de le faire vraiment avec des tiques de Calédonie. Donc en fait on a commencé par aller récupérer des tiques dans différents élevages. On a pris les souches qui étaient les plus représentatives des différentes souches récoltées, et à partir de là on a essayé de recréer un vaccin. L'objectif de ce vaccin, c'est d'agir sur les capacités de reproduction des tiques. Donc c'est pas un moyen de lutte définitif, ça veut dire que les bovins vaccinés auront des tiques, les tiques vont se gorger sur les animaux vaccinés, mais les tiques gorgées vont moins pondre, et donc il y aura moins de descendance, et les tiques et les larves vont remonter sur des animaux vaccinés, et donc ainsi de suite. On va assainir progressivement les parcelles, et avec ça, si on utilise moins de produits acaricides, on pourra prolonger l'activité de ces produits. Donc ça, les premiers essais ont eu lieu l'année dernière sur la station de la province, et là vous avez notamment une photo où vous avez ici une tique gorgée sur un animal non vacciné, et ici une tique gorgée sur un animal vacciné, où en fait vous avez des lésions hémorragiques qui vont entraîner une baisse de ses capacités de reproduction. Alors, je vous ai mis rapidement le principe du vaccin. Donc là, vous avez à gauche, vous avez une tique vue en coupe. Donc le principe, c'est qu'on va récupérer une protéine du tube digestif de la tique. On va isoler l'antigène de cette protéine. On va le mélanger avec un adjuvant pour en faire un vaccin. On va injecter ce vaccin
au bovin. Et donc le bovin va développer des anticorps qui vont être dirigés contre la protéine du tube digestif de la tique. Donc quand la tique va venir se nourrir, elle va faire son repas de sang, elle va en même temps absorber des anticorps qui vont se mettre sur la paroi du tube digestif de la tique et entraîner les lésions hémorragiques que vous avez vues tout à l'heure. Donc ça, ce sont les premiers résultats des essais menés l'année dernière. Donc on surveille, on a infesté artificiellement des bovins, un lot vacciné et un lot non vacciné, un lot témoin, et on a suivi ensuite le poids des pontes et le poids la moyenne des pontes, la moyenne des tiques, excusez-moi, c'est le premier graphique que vous avez à gauche, donc ça c'est le poids moyen des tiques sur les animaux vaccinés et sur les animaux témoins. Et également le poids des pontes, donc ça c'est les pontes de tiques qui s'est égorgées sur des animaux non vaccinés, et ça sur des animaux vaccinés. On a une réduction de 22% du poids des tiques quand elles se gorgent sur les animaux vaccinés, et une réduction de 40% du poids des pontes pour les tiques qui se sont gorgées sur des animaux vaccinés. Il faut voir que dans ces résultats, on avait une grande variabilité en fonction des animaux. En fonction de la réponse immunitaire du vaccin. Quand on a injecté le vaccin, on a suivi la réponse en anticorps. On avait des grandes variations sur le taux d'anticorps qui était produit. Et en fonction de la réponse en anticorps, la répercussion sur le poids des pontes était plus ou moins importante. Donc il faut encore qu'on creuse là-dessus pour améliorer ces résultats. Et par contre, il n'y avait pas de répercussion sur le pourcentage de tiques qui ont pondu ou sur le pourcentage d'éclosion. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé depuis 3 ans et qu'on espère sortir d'ici 5 ans si tout se passe bien. Donc ça, c'était la phase à moyen terme. Et pour ce qui est vraiment du court terme, pour ce qui aujourd'hui vous concerne le plus, c'est le choix des races, la lutte génétique. Alors quand on choisit de développer une race dans un environnement, si on considère donc toujours les bovins, les tiques et son environnement, vous avez 2 options. Soit vous essayez d'adapter l'environnement à la race. Donc par exemple, je dirais en Calédonie, si on veut faire du limousin, il faut mettre en place des pâturages qui permettent de produire de l'herbe pour nourrir les limousins qui sont assez demandeurs en quantité suffisante. Donc ça passe par la lutte agronomique. Donc on essaie de modifier l'environnement, les pâturages, pour permettre de développer des bovins dans des bonnes conditions. Soit l'autre option, c'est d'adapter la race à son environnement. Et donc quand on est par exemple dans des conditions sèches avec du pâturage qui est difficile à améliorer dans des coins où il ne pleut pas suffisamment par exemple, il sera plus facile dans ces cas-là d'essayer de mettre une race rustique adaptée à cet environnement plutôt que d'essayer de développer du limousin qui, la moindre attaque de tique va se faire ramasser. En fait. Donc aujourd'hui, c'est une grosse évolution dans l'environnement de l'élevage local, c'est d'essayer de développer cette lutte génétique. Développer du limousin ou une race sensible dans un milieu où vous avez beaucoup de tiques, c'est faisable quand vous avez des produits pour vous aider à lutter contre les tiques. Le jour où les produits ne sont plus efficaces, où les tiques ont développé la résistance, comme c'est le cas aujourd'hui, ça va devenir très difficile de continuer à essayer de gérer les tiques de cette manière-là. Et donc la transition génétique est quelque chose qui est très importante aujourd'hui et indispensable dans certains environnements. Donc la lutte génétique, c'est s'appuyer sur l'évolution. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez des races qui sont sensibles et des races qui sont résistantes? Et donc là aussi, il faut nous remonter quelques millénaires auparavant, où l'origine commune de tous les bovins, c'est celui-là. Donc on peut vous en présenter qu'un squelette reconstitué. Il est originaire d'Inde, donc on retrouve la région d'origine des tiques. Donc c'est un bétail qui a évolué au contact des tiques pendant des millénaires. On peut considérer qu'il était à l'époque résistant à ces tiques. Et ensuite, il s'est séparé en 2 branches. L'auroch, qui s'est déplacé vers l'Asie occidentale, l'Europe du Nord et l'Afrique du Nord, et l'Europe. Donc c'est celui qui est représenté sur les grottes, dans les grottes de Lascaux, les grottes préhistoriques. Et les derniers exemplaires ont été tués vers 1850 dans les forêts polonaises. Et donc de cette branche-là s'est développé tout le taurus européen qu'on
qu'on connaît, les races limousines, charolaises, enfin toutes les races européennes. Et par contre, du coup, en fait, on se rend bien compte que c'est des races qui ont évolué dans un contexte où il n'y avait plus du tout la tique à l'origine. En Europe, on n'est pas confronté à la tique du bétail qu'on a ici. Et donc, de ces races-là, ont ensuite été exportés des individus vers notamment l'Amérique du Sud, qui ont donné la race Criollo. L'autre branche, c'est une branche qui est restée en Inde et dans la partie orientale, donc qui est restée dans la partie de développement des tiques, donc qui a continué à évoluer au contact des tiques. Donc ça a donné le zébu par exemple, et à partir de ces races-là, de ces races-là, ont été créés le brahman qu'on connaît, ou l'Afrikander. Donc l'Afrikander qui est un taurus africain. Donc là, on est vraiment sur la branche qui est restée en contact avec la zone d'origine des tiques, et donc qui, naturellement, a développé des races résistantes à la tique. Donc à partir du zébu ont été créées plusieurs races. Donc le brahman, qui a mis quasiment un siècle à être stabilisé, entre 1850 et 1930-40. Donc c'est parti de 3 races de zébus importées d'Inde, et une 4e race de zébus qui avait été importée auparavant au Brésil, donc l'Hindou-Brésil. Et donc à partir de ces 4 races, ils ont développé le brahman. À partir du brahman, dans les années 1920-1930, création du Santa Gertrudis, croisement brahman-shorthorn. Dans les années 60, donc Santa c'était aux États-Unis. Dans les années 60, création du Droughtmaster en Australie. Donc avec minimum 50% de brahman, 50% de shorthorn. Et à peu près dans la même période, création du Belmont Red, avec là un mix un peu plus complet soit de brahman, soit d'Afrikander, donc toujours 50% de sang résistant et 50% de sang de race sensible. Le dernier venu là-dedans, c'est le Sénépol. Alors lui a été créé au début du XXe siècle dans la zone des Caraïbes, mais a surtout ensuite été développé aux États-Unis et en Australie. Et donc vous avez la version, je dirais, historique qui indique que le Sénépol a été créé d'un croisement entre le Ndama, qui est une race du Sénégal, et le Red Bull. Et une étude plus récente indique qu'on aurait plus une participation du Criollo avec du zébu et du Ndama. Donc l'utilisation des races résistantes en Calédonie, vous la connaissez, ça a été à chaque fois dicté par l'apparition de résistance à la tique. Ça, vous aurez peut-être d'ailleurs des compléments d'informations à me donner là-dessus. Donc 42 apparitions des tiques sur le territoire, surtout à partir de 47 développement du DDT. A priori, fin des années 50, quelques soucis de résistance au DDT, et donc du coup introduction du Santa pour essayer de maîtriser cette résistance. Ensuite, mise en place du guillétion en début des années 70, le butox qui arrive au milieu des années 80, a priori les premiers brahmanes qui arrivent en 89 en province nord, 96 mise en place du tactique sur le territoire, et donc ensuite grosse vague d'introduction du brahman en 2000, et introduction des nouvelles races, Sénépol, Droughtmaster, Belmont Red à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc cette notion de résistance, c'est une affaire de sang. Donc en fait, c'est évalué de la manière suivante. Ça sont des grandes enquêtes qui ont été réalisées dans les années 70 en Australie, où en fait pour évaluer le niveau de résistance, ils mettaient un nombre de larves de tiques connues sur le dos des animaux, 10 000 larves de tiques, et ils comptaient combien est-ce qu'il y avait de tiques qui arrivaient jusqu'au gorgement. Et donc en fonction de ça, ils ont évalué le degré de résistance, qui est en fait un pourcentage, c'est le pourcentage de tiques qui arrivent au gorgement par rapport au nombre de tiques que vous mettez sur le dos des animaux au début. Donc par exemple, le brahman, vous lui mettez 100 larves de tiques sur le dos, naturellement il en élimine 99, et vous avez une, voire 2 tiques qui vont se gorger. Tout ce qui est croisé brahman, tout ce qui est race composite, donc Droughtmaster, Sénépol, Belmont Red, sont considérés comme modérés, c'est-à-dire qu'en fait ils vont avoir 95% de résistance, vous leur mettez 100 larves de tiques sur le dos, naturellement ils vont en éliminer 95, et vous allez juste en avoir 4, 5, 6 tiques qui vont arriver jusqu'au stade de gorgement. Si vous prenez le limousin ou le charolais, vous mettez 100 larves de tiques sur le dos,
Naturellement, il va en éliminer quand même 75, 80, 85 en fonction des individus. Mais vous allez quand même avoir 15 tiques qui vont arriver jusqu'au stade de gorgement. Donc même les races qu'on dit sensibles éliminent quand même naturellement une grande proportion des tiques qui vont leur monter sur le dos. Mais c'est sûr que visuellement, entre un brahman et un limousin, vous avez un rapport de 1 à 20, ce qui fait que rapidement ça peut faire un impact important déjà visuellement et sur l'état des animaux. Au niveau local, on a aussi quelques spécificités, c'est-à-dire que le Sénépol a été importé en 2007. Le Sénépol a été introduit en Australie dans les années 90, donc c'est quelque chose qui est relativement récent. Et donc du coup, il n'avait pas été inclus dans ces grandes campagnes d'évaluation de la résistance. Et c'est pour ça qu'on ne trouvait pas de données chiffrées sur la résistance du Sénépol. Donc c'est pas qu'elle était inventée ou estimée ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il n'y avait jamais eu d'études réalisées sur la résistance du Sénépol. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on est un des seuls endroits au monde où on va utiliser ces races résistantes, notamment les races composites, pour faire du croisement avec du limousin. Si vous regardez les Australiens, ils vont utiliser le Roadmaster ou le Belmont Trade pour remettre sur du Brahman. Mais en fait, on retrouve aucun autre endroit où on a un troupeau limousin conséquent, avec une bonne valeur génétique, sur lequel on va mettre des races résistantes. Donc on n'a pas aujourd'hui encore ce recul pour savoir comment est-ce que vont se comporter ces croisements-là. Sur le bramousin, c'est un peu différent parce que les croisements en brahman sont beaucoup plus anciens, mais avec les races composites, on n'a pas le recul aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'enquête sur le Sénépol, d'une part parce qu'il n'y avait jamais eu d'études sur le Sénépol, et qu'on voulait voir au niveau croisement Sénépol-Limousin ce que ça pouvait donner. Donc au niveau composition, on en a déjà parlé. Il y a la version historique, comme quoi ça serait un mélange d'une race du Sénégal avec du Red Pol, et une étude beaucoup plus récente, qui a juste 2 ans, où ils ont étudié les gènes du Sénépol, et ils se sont rendus compte qu'on avait quasiment 90% des gènes du Sénépol qui étaient d'origine européenne. 10% c'était des gènes de zébu, et on avait un petit 1% qui était d'origine africaine. Donc cette origine européenne qu'on trouve à 90%, a priori c'est une partie Red Pol, mais également une grosse partie de Criollo qui était présente dans la zone de création du Sénépol. Alors c'est vrai qu'avec ça, on n'arrivait pas à expliquer de manière rationnelle la résistance des croisements alatiques. Et donc, pendant 1 an, on a suivi des éleveurs qui faisaient en même temps, sur une même exploitation, dans un même troupeau, des limousins en race pure, et du croisement Sénépol-Limousin. Et donc en fait ça permet d'observer les 2 populations qui étaient soumises à la même pression d'infestation. Et on est passé à chaque rentrée de bain pour compter les tiques sur les purs limousins et sur les croisés Sénépol-Limousin. Et on a pu ainsi estimer que les Sénézins étaient 5 à 6 fois moins infestés que les limousins en race pure, et donc prouver ainsi l'intérêt de mettre du limousin en croisement de mettre du Sénépol, en croisement sur du limousin, d'un point de vue résistance à la tique. C'est vrai que quand on fait l'élevage, on n'est pas forcément obnubilé par la tique, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais pour ce qui est de la tique, c'était intéressant de mettre du Sénépol sur du limousin. Donc en fait tout ça c'est une question de temps. La lutte génétique, on est en plein dedans, donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça passe par le suivi des différentes races qui ont été introduites, par le suivi de leur croisement avec le limousin. Il y a également en projet des discussions sur évaluer la résistance des reproducteurs vendus à l'UPRA pour diffuser de la génétique résistante. Donc ça, on est vraiment en plein dedans. On a ensuite le développement du vaccin qui est là, quelque chose qui est sur du moyen terme. Donc on continue les expérimentations et on espère pouvoir sortir quelque chose d'ici 5 ans si on arrive à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc là, on est sur du moyen terme. Et ensuite, éventuellement, sur du long terme, la recherche de nouvelles molécules qui seraient présentes en Calédonie et qu'on pourrait essayer d'isoler. Voilà, je vous remercie pour votre attention
Et je suis à l'écoute si jamais vous avez des questions surtout.